bien, je m'efforcerai, bonjour et bonsoir, je m'efforcerai d'être aussi bref que ma collègue Guigou pour vous donner mon point de vue, qui n'est pas le même, pour vous en douter. Mais je partirai d'un point commun, qui je crois partagé par une très large majorité de Français, du moins de leurs représentants. C'est que dans le monde du XXIe siècle, qui sera un monde multipolaire, que nous voyons naître sous nos yeux et que vous ferez, il va de soi qu'il n'y a pas d'avenir pour les Européens sans une coopération entre eux, donc sans une Europe qui marche. La vraie question aujourd'hui n'est pas, à mon sens, comme on veut toujours nous caricaturer et me caricaturer, de savoir si on est pour l'Europe ou contre l'Europe, mais de savoir comment on fait marcher l'Europe, quoi faire, avec quelle méthode, et comment elle peut réussir. Et je crois que c'est un point très important et que c'est une nouveauté. Et cette nouveauté est apparue dans toute sa majesté, si je puis dire, démocratique, lors du référendum de 2005. Preuve en est d'ailleurs que ça a dépassé les clivages politiques, puisque je faisais campagne avec votre ami M. Mélenchon, votre ami, votre collègue, et que vous faisiez campagne, que vous faisiez... Mais je sais, c'était une boutade. Et que vous faisiez campagne avec... je ne dirais pas mon ami, mais le futur président de la République. Donc, très clairement, c'est très important, c'est que pour la première fois peut-être dans le débat démocratique français, on est sorti, je pense, d'un débat pour ou contre, pour un débat que nous avons pu conquérir, qui a été dur à conquérir, et en tout cas que les Français se sont appropriés, et que les Européens nous ont rendu, avant qu'on referme le couvercle, parce qu'il ne fallait surtout pas consulter les peuples, on le sait bien, et qui a été un débat passionnant sur quelle Europe nous voulons, comment nous pouvons la construire avec des désaccords, mais qui, je crois, était positif. Alors la question, comment on construit l'Europe et comment on fait que l'Europe, au XXIe siècle, représente un espace toujours de paix, qui a été la grande réussite de l'après-guerre, un espace de prospérité, qui a été la première réussite de l'Europe et qui est son échec depuis je dirais, une vingtaine d'années, puisqu'il y a un recul, et comment on fait pour que l'Europe garde une puissance, c'est-à-dire puisse s'affirmer dans le concert des nations et prendre le relais des parties obligatoirement des États-Unis, dont la puissance sera déclinante avec l'émergence de la Chine et des autres. Moi, je pense qu'on n'a pas, depuis un certain temps, utilisé le recul de l'expérience. Et ce que je regrette, et je veux répondre à la première question sur le traité de Lisbonne, c'est qu'au lieu de faire un peu un bilan de ce qui a marché en Europe et de ce qui ne marche pas, puisqu'on a 50 ans d'expérience, eh bien, on a une technocratie européenne qui veut faire avancer. On ne sait pas tellement vers quoi d'ailleurs, si ce n'est qu'on est d'accord sur les grands objectifs, mais qui veut faire avancer un système qui s'est construit progressivement et qui a dénaturé, à mon sens, la belle idée européenne. Qui l'a tellement dénaturé que ce système politique, bureaucratique principalement, antidémocratique, antisocial, est en train de faire détester l'idée européenne des peuples européens. Et je pense que c'est quand même la moindre des choses de s'interroger. Pourquoi, je disais dans le train les baromètres de la Commission de Bruxelles, c'est pas moi qui les invente, qui montrent que dans tous les pays d'Europe, l'idée européenne recule, que dans tous les pays d'Europe, les institutions européennes sont de plus en plus critiquées, et que donc, d'un côté, on a un discours permanent sympathique, je vous écoutais et j'aimerais croire ce que vous dites, sympathique, qui est un discours répété éternellement, qui est un discours plaqué, qui ne recueille plus l'adhésion des peuples, au point d'ailleurs que le système ne veut plus les consulter, puisque le vote était négatif. On l'a vu en France, on l'a vu aux Pays-Bas, deux pays qui aiment l'Europe. On va dire que la France et les Pays-Bas, et les Français et les Pays-Bas n'aiment pas l'Europe. C'est pas vrai. Ce sont deux pays qui adhèrent à l'idée européenne, qui l'ont rejeté massivement, au point qu'on va faire adopter un traité qui n'est pas un traité anodin, même si vous le qualifiez de modeste à mon sens, c'est un traité fondamental
sans aucun référendum, excepté en Irlande, parce que les chefs d'État, et Nicolas Sarkozy l'a dit pour les vice-présidents du Parlement européen, on sait que ce serait non partout, donc surtout on ne consulte pas l'époque, et que l'on va conforter, à mon sens, une mauvaise Europe, une Europe qui ne marche pas, qui produit des résultats qui sont mauvais, alors même qu'on devrait s'interroger sur la manière de refonder l'Europe pour justement la faire réussir. Alors vous allez me dire, mais pourquoi, comment, etc. Et comment vous pouvez oser dire ça? Sacrilège, tabou, etc. Eh bien, il suffit de regarder les réalités. Il suffit de regarder ce qui a marché dans la première phase du traité de Rome. Lorsque l'Europe était à la fois, puisque le traité de Rome est un traité ambivalent avec des caractères supranationaux et un caractère de coopération. Est-ce que la coopération d'État à État a marché, quand elle a marché? Est-ce que l'organisation supranationale déconnectée de la ratification populaire, d'un contrôle démocratique, n'a pas fonctionné? Et ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, on voit que le traité de Lisbonne va renforcer ces dérives. Renforçant ces dérives, il va couper encore plus les peuples de l'Europe de toute légitimité démocratique. Il renforce un système de pouvoir complètement oligarchique, puisque dans des thèses de folklore sur la subsidiarité des parlements nationaux, puisqu'on supprime l'unanimité, on passe à la majorité qualifiée et on donne un droit de pétition, et donc un clavier aux parlements nationaux qui sont quand même l'expression de la souveraineté nationale. D'un côté, on renforce considérablement la Cour de justice, la Commission de Bruxelles et la Banque centrale européenne. Enfin, on ne la renforce pas, mais on ne corrige pas ses défauts. Donc, trois organismes non élus qui, en fait, dirigent le fonctionnement européen et qui prennent des décisions avec des effets considérables. Je regardais sur mon petit engin la dernière décision de la Cour de justice qui a suscité un tollé, d'ailleurs, des socialistes européens à juste titre, sur la non-obligation désormais de respecter le salaire minimal prévu dans une convention collective en Allemagne lorsqu'une entreprise extérieure, donc c'est l'application pure et simple du pire de la directive Bolkestein, et c'est la Cour de justice qui décide. Alors le président socialiste, le président du groupe socialiste au Parlement européen s'est émoustillé en disant c'est un scandale que l'Europe sociale qui parle. Toutes les décisions de la Cour de justice récentes donnent complet pouvoir à ce nivellement général par le bas qui est en marche, et que le traité de Lisbonne va conforter et non pas corriger. Quelques mois après l'adoption du traité de Lisbonne, le président de la Commission européenne dit « circuler, il n'y a rien à voir, il est hors de question de faire une directive, un accord 4 sur les services publics en Europe. Circuler, il n'y a rien à voir. » etc., etc. Je pourrais multiplier les exemples. Et ce que je veux dire, c'est là mon désaccord principal avec Mme Guigou, dont je respecte l'engagement européen et dont la connaissance sur le mécanisme européen est grande. Mais j'estime que le système oligarchique de pouvoir qu'on a mis en place en Europe, qui n'est pas contrôlé, va à l'encontre de tous les discours sur l'Europe démocratique, sur l'Europe sociale, sur l'Europe puissance de demain, et qu'on a un immense paradoxe d'avoir des institutions dirigées non démocratiquement, qui sont le bras armé des lobbies, des intérêts, qui, pour résumer, s'occupent de ce que les nations, avec leur parlement démocratiquement élu, devraient s'occuper. C'est-à-dire que c'est une subsidiarité complètement à l'envers, qui envahit tous les domaines, et le traité de Lisbonne, contrairement à ce que pense Mme Guigou, à mon sens, accentue encore les domaines de compétences par un système d'aller-retour avec la Cour de justice. Il suffit de lire le domaine de compétences, l'extension considérable de la majorité qualifiée.